Le burn-out doit être vu comme une alarme qui permet d'arrêter un mode de vie qui n'est pas durable. Pour cela, il faut agir à la fois sur les sphères personnelles et professionnelles de l'individu pour que les mêmes causes ne reproduisent pas les mêmes effets aussi chez les autres travailleurs. La prise en charge devra donc combiner un changement au niveau de l'environnement de travail à diverses formes de conseils et de psychothérapie de réhabilitation et viser à réduire les symptômes et favoriser la réinsertion. Dans la plupart des cas, l'intervention auprès d'un travailleur en burn-out implique un arrêt de travail de 2 à 3 mois. Cette durée est évidemment indicative, car elle peut fortement varier d'un individu à l'autre, en fonction de la personne et de son état de santé, et de fatigue notamment, dans lequel elle était au départ. Durant la période d'incapacité de travail, il faut permettre à l'individu de successivement se reposer, se reconstruire, réfléchir et retrouver le désir de travailler et enfin retourner au travail. Cette période d'incapacité de travail doit être accompagnée au moins toutes les 3 semaines. L'accompagnement doit consister en interventions activatrices qui visent les solutions et la récupération du fonctionnement et accorder une attention particulière à la surveillance de l'énergie. La personne et son environnement doivent être activement impliqués dans cet accompagnement. Enfin, celui-ci doit être limité dans le temps et le retour au travail doit être préparé dès la fin de la situation de crise. Une souffrance psychique ne signifie en effet pas automatiquement que la personne n'est pas capable de travailler. Une collaboration entre le milieu professionnel, c'est-à-dire la médecine du travail ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux, et les soins de santé est importante dès les premiers signes de souffrance et jusqu'au retour au travail. Cet accompagnement peut se diviser en 3 étapes principales, qui permettent à la personne de récupérer son fonctionnement et de participer à ses rôles sociaux en moyenne en 3 mois. Il s'agit de la crise, la recherche de solutions et l'application de solutions. Comme déjà précisé, les périodes sont données à titre indicatif. Lors de la crise, qui peut durer de 1 à 3 semaines, il est important d'identifier et d'accepter les sentiments, tels qu'anxiété, colère, culpabilité, honte, échec, peur, pour pouvoir les gérer. Il faut que la personne alterne des périodes de repos et d'activité. Une attention particulière doit par ailleurs être accordée à la surveillance de l'énergie afin que la personne apprenne à répartir son énergie et à prévoir les pauses nécessaires, et qu'une amélioration durable de l'état énergétique puisse s'opérer. L'aide doit être courte, rapide et directe. Elle consiste à donner des explications, offrir de la perspective et conseiller sur la structure quotidienne. 3 semaines vont parfois sembler insuffisantes pour récupérer lors de la phase de crise. La deuxième étape consiste en 3 à 6 semaines à stimuler la personne à trouver des solutions pour les facteurs qui ont participé à l'apparition du burn-out, de manière à faire concorder ses ressources avec les exigences du poste de travail. Il faut permettre à la personne d'identifier les forces, les ressources et les faiblesses liées à la profession. On peut par exemple identifier ce qu'on attend de son travail, la signification qu'il y a et l'importance qu'on y accorde, ainsi que la manière dont on peut atteindre ces attentes, y compris la quantité de travail nécessaire et le stress qu'on se sent capable de gérer. Il est en effet important de comprendre les aspects du travail qui ne sont pas compatibles avec les buts, aspirations ou personnalités du travailleur. On peut ensuite élaborer des modèles d'adaptation plus constructifs et explorer d'autres perspectives professionnelles. Enfin, la dernière phase doit permettre en 3 à 6 semaines de stimuler la personne à appliquer les solutions trouvées au niveau de l'aménagement des conditions de travail pour réduire les sources de stress. Si certaines contraintes ne peuvent être modifiées, on peut aussi aider le travailleur à trouver une manière de réagir à ces conditions responsables du burn-out. C'est la personne elle-même qui doit élaborer un schéma avec ses activités tant personnelles que sociales, parmi lesquelles le travail. L'équilibre doit pouvoir être trouvé entre le temps passé au travail par rapport à celui de la maison. Lorsque les circonstances ne rendent pas tout de suite possible un retour au travail,
il faut envisager d'autres options, comme le bénévolat, pour activer la personne. Ensuite, plusieurs possibilités peuvent être envisagées pour le retour au travail. Le changement complet n'est pas recommandé trop tôt, au risque de renforcer le sentiment d'échec et de repartir sur de mauvaises bases dans un nouvel environnement. Il faut plutôt d'abord essayer d'identifier les problèmes dans l'emploi actuel et d'entreprendre des actions face aux sources de stress. Une reprise des activités professionnelles à temps partiel peut quant à elle aider les personnes à reprendre leur travail à temps plein par la suite, si on adapte les conditions de travail, et ce, grâce à divers mécanismes comme l'expérience de réussite, le sentiment d'auto-efficacité et de contrôle, etc. La continuité avec les projets antérieurs est aussi envisageable, en mettant en place un dispositif de suivi progressif, très rapproché au début, puis ajusté, pour veiller à réguler la charge de travail et rediscuter pas à pas des enjeux de l'activité et des priorités. Si toutes les tentatives d'éliminer les sources de stress ou de changer le milieu professionnel ont échoué, il faut alors penser de manière prudente à la suite, en définissant par exemple de manière réaliste l'emploi adéquat pour la personne. Le retour en emploi doit se préparer avec la personne et son environnement personnel et professionnel grâce à la mise en place, dès la fin de la crise, d'une collaboration étroite entre les professionnels de la santé, médecins, psychiatres, psychologues, et le milieu professionnel, médecins du travail, médecins conseils, conseillers en prévention aspects psychosociaux, employeurs, ressources humaines, responsables directs, collègues. Il faut notamment garantir un espace et un temps intermédiaire sécurisants qui permettent à l'individu de se reconstruire une identité professionnelle et s'assurer de la bienveillance de l'environnement de travail. Dans ce cadre, l'échange d'informations doit bien sûr toujours se faire avec l'accord de la personne. Il faut respecter le secret médical et la confidentialité des données médicales et individuelles. Idéalement, cette concertation se fait donc parmi les professionnels qui entrent dans le cadre de l'arrêté royal réglementant les professions de santé afin de garantir le respect du secret partagé. L'arrêté royal réintégration du 28 octobre 2016, entré en vigueur le 1er décembre 2016, permet aux travailleurs en incapacité de travail de longue durée de réintégrer le milieu professionnel en leur donnant un travail adapté ou un autre travail, soit temporairement, soit définitivement. Dans ce trajet de réintégration, il est prévu une concertation entre le médecin du travail, le médecin conseil, le médecin traitant, l'employeur et le travailleur. L'INAMI a également mis en place un projet de recherche en collaboration avec la KUL visant à tester et évaluer un parcours de soins pour les personnes en arrêt de travail suite à un burn-out. Le but est de voir si ce parcours permet une reprise plus rapide et plus durable. Le projet est en cours. On peut retrouver plus d'informations et s'inscrire pour participer au projet via le site internet workandburnout.be. L'arrêté royal du 7 février 2018 fixe quant à lui les conditions d'un projet de lutte contre le burn-out, que FEDRIS a démarré en janvier 2019. Il s'agit d'un projet pilote visant le maintien au travail ou la reprise rapide des travailleurs menacés ou atteints à un stade précoce par un burn-out. Le public cible est constitué de travailleurs des secteurs des services financiers et des activités hospitalières ou de l'hébergement médical sous statut privé ou APL. Il s'agit de personnes en souffrance au travail, qui multiplient de courts arrêts de travail ou en arrêt de travail depuis moins de 2 mois. Tous les frais sont pris en charge par FEDRIS, y compris les frais de déplacement du travailleur.